Bonjour à tous. Alors, je vais enchaîner sur la partie, pas forcément la plus simple, parce qu'on va parler des postures des aidants qui, comme j'ai dit, paradoxalement, bloquent le rétablissement. Intuitivement, c'est pas forcément du coup intuitif de se dire que comment c'est possible qu'en tant que soignant, qu'en tant que famille, qu'en tant que fratrie, donc famille au sens large, on puisse bloquer le rétablissement. Et pourtant, ça arrive. Alors, que les choses soient claires, hein, ça arrive rarement volontairement. En fait, c'est qu'on est généralement mis dans des situations complexes qui fait qu'on s'éloigne un peu de la volonté de la personne concernée. Il y a rarement, même si ça arrive, des moments où volontairement on bloque le rétablissement. Point important, Nicolas a commencé tout à l'heure en disant on est tous des aidants. Il y a un point qui me semble intéressant de partager avec vous, c'est que concrètement, c'est un peu les mêmes leviers dans les familles et chez les soignants qui mettent un peu le rétablissement sous cloche, en fait. On retrouve quasiment les mêmes choses. Alors, elles ne sont pas exprimées pareil, évidemment, parce qu'on n'a pas tous les mêmes places, mais clairement, c'est basé un peu sur les mêmes paradigmes qu'on va regarder. Ça a été dit très justement sur la première intervention. Le rétablissement, il n'y a pas de rétablissement sans espoir. Et clairement, on retrouve, et notamment chez les familles, moi je trouve au quotidien, une vraie perte d'espoir, en fait. Alors, qui n'est pas forcément de leur faute, hein, les familles, elles n'ont jamais décidé de plus croire en leur fils, en leur fille, en leur père, frère, sœur, etc. Le problème, c'est qu'on a parlé beaucoup de jeunes ce matin, mais il y a quand même une population un peu moins jeune, qui a le droit d'accéder à la réhabilitation psychosociale, mais quand vous écoutez les familles, c'est qui ont été confrontés à une certaine psychiatrie, à qui on leur a dit, bah écoutez, au mieux, votre fils, votre fille, on espacera les hospitalisations, au mieux, si elle doit travailler ou il doit travailler, ça sera en milieu protégé, mais pas en milieu ordinaire, ça, il faut oublier. Vivre seul, il faut oublier. Donc à un moment, quand on vous a rabâché ça, qu'on vous a listé tout ce qui serait pas possible, bah forcément, vous n'y croyez plus en tant que famille. Et c'est normal. Et paradoxalement, on pense que quand on ouvre les portes d'un centre de réhabilitation aux familles, qu'on leur explique, qu'on accompagne tous les projets dans la temporalité de la personne, qu'il faut y croire vraiment et rêver en grand, eh ben, c'est pas parce qu'on le dit que d'un seul coup les familles réadhèrent à ça. Il y a eu beaucoup de souffrances accumulées sur des années et c'est dur de convaincre, en fait. Et souvent, ça nous arrive qu'effectivement, réinsuffler l'espoir à la famille prend plus de temps que de réinsuffler l'espoir à la personne elle-même concernée. Donc, cette perte d'espoir aussi, on la voit chez les soignants, hein, tout simplement. Dans la pratique aussi de la psychiatrie, il y a une vraie stigmatisation de la part des soignants. Effectivement, elle s'exprime différemment que pour les familles, mais on en vient aux mêmes choses, c'est bah oui, mais là tu comprends, nous on l'a tout le temps d'hospitalisation, on le connaît, toi tu viens lui parler de boulot, ça n'a rien à voir, on croit plus en les personnes qu'on accompagne, clairement. Donc Nicolas disait, développer la réhab, oui, mais pour faire de la réhab, il faut quand même un peu croire au potentiel des gens et que tout est possible, sinon c'est un peu embêtant. Donc c'est sûr qu'insuffler l'espoir, c'est un truc important auprès des familles, auprès des collègues, et je pense qu'il ne faut vraiment pas minimiser qu'il y a des familles qui ont complètement perdu espoir. Et la façon de faire de la psychiatrie en est très responsable. Le deuxième point, qui rassemble aussi généralement, c'est la peur de la rechute. C'est compliqué, et encore une fois, c'est normal, et c'est tout ce travail qu'il faut faire avec les familles notamment. Quand vous êtes une famille qui a été habituée à signer le fameux tiers à 3h du matin, aux urgences, que quand ça allait à peu près bien et qu'on s'est un peu enflammé sur des projets, il y a eu des rechutes, etc., il y a toujours cette inquiétude que si la personne vit, si la personne a des projets, se lance dans des choses, que ça va nuire aux soins. Il y a toujours un peu cette idée que, attention, et puis vous comprenez s'il échoue, est-ce que ça ne va pas le mettre plus bactère, est-ce qu'il ne va pas vouloir du coup arrêter son traitement, enfin on fait des liens parfois pas forcément prouvés d'ailleurs, mais il y a cette idée de peur de la rechute. Et pourquoi je voulais parler de cette peur de la rechute, c'est que l'idée sous-jacente derrière qui a ça, c'est une question de temporalité. Souvent, on se rend compte que malgré l'envie et la bienveillance des familles d'accompagner leurs proches dans le projet, il y a, là où ça bloque, c'est la temporalité. Temporalité de la personne concernée et la temporalité de la famille et des soignants. Est-ce qu'on ne prendrait pas un peu plus de temps ? Est-ce qu'on ne ferait pas des étapes ? Est-ce qu'on ne ferait pas des évaluations ? Etc. etc. Et c'est là qu'on se retrouve avec un écart entre, je rappelle, accompagner quelqu'un dans son rétablissement personnel, c'est l'accompagner en qualité et dans sa temporalité.
Et on se retrouve dans des situations hyper fréquentes, quasiment même à 100%, moi je trouve, où la famille est OK, les soignants sont OK, mais la temporalité change. OK pour vivre seul, mais est-ce que tu n'irais pas d'abord faire un peu d'hôpital de jour? Tu n'as jamais vécu seul, etc. Est-ce qu'il ne t'irait pas dans une structure intermédiaire? Et donc on se retrouve avec, et ce qui est normal, des situations où vous avez un objectif parfois commun à la famille, aux proches, aux soignants, parfois un objectif différent, et parfois des 3 temporalités différentes. Le travail en réhabilitation psychosociale, donc notre travail, c'est d'expliquer à la famille que c'est pas parce que, évidemment, qu'on va accompagner la personne dans son projet, dans sa temporalité. Ce qui fait que vous allez être confronté avec des familles à qui vous allez dire qu'on a entendu votre avis, on a entendu votre temporalité, votre savoir expérientiel, comme vous l'avez dit, mais c'est pas qu'on va pas le prendre en compte, c'est qu'on va quand même accompagner la personne dans sa temporalité. Et donc, il faut vraiment bien l'amener, parce que sinon, il y a cette idée que vous avez, je sais pas, un jeune qui décide de déménager de chez ses parents, qui vous demande un appart, pile poil au moment où il arrête son suivi et son traitement, parce que sinon, trop facile, et vous dites OK. C'est le boulot de la réhab de dire OK. Donc vous dites OK. Évidemment qu'il fallait expliquer à la famille pourquoi vous dites OK. Parce que sinon, si la famille va avoir l'impression que, mais en fait, on ne nous a pas du tout écouté. On vous a prévenu que la dernière fois qu'il a pris un appart, il a arrêté le traitement, le suivi, il s'est fait squatter, ça a duré 6 mois, ça a été très compliqué à ce qu'il en revienne maintenant, et vous repartez là-dedans, il va falloir expliquer. Et ce qui m'amène à mon 3e point, c'est la question de l'acculturation, la non-acculturation à la philosophie du rétablissement et aux outils de réhabilitation. On ne peut pas se passer de l'entourage au sens large de la personne pour l'accompagner dans son rétablissement, parce qu'on travaille dans son environnement de vie, donc on ne peut pas choisir qui on choisit de prendre dans l'environnement ou pas. Par contre, souvent quand on parle acculturation, on a tout de suite, à mon sens, tendance à penser éducation thérapeutique, alors il y a des groupes, etc. Ça fait partie de l'acculturation, mais attention, à mon sens, l'éducation thérapeutique, c'est différent d'éduquer à accompagner le rétablissement personnel. Connaître la maladie de son proche, connaître comment communiquer avec lui, c'est une partie de savoir comment l'accompagner dans son rétablissement, mais pas que. Et souvent, on oublie. À l'heure actuelle, Romain en parlera plus que moi, mais on a plein de groupes. Léo, Bref, Profamille, etc., qui parlent de la maladie. Par contre, on n'a pas beaucoup de groupes qui parlent, OK, c'est quoi le rétablissement? C'est quoi la temporalité? Pourquoi on va faire comme ça? Pourquoi on va l'accompagner alors qu'il arrête son traitement? Pourquoi son psychiatre nous dit qu'il faudrait qu'il aille en milieu protégé, mais le centre de réhab l'accompagne en milieu ordinaire parce qu'il a demandé? Pourquoi vous accompagnez tous ces projets, quoi qu'il arrive, même ceux qui paraissent un peu déraisonnables? Tout ça, il faut l'expliquer, en fait. Je sais que nous, à Montpellier, on a un groupe qui s'appelle Espoir Famille, qui, sur 2 séances, c'est très simple, commence à parler de ça, en fait. Vraiment, c'est quoi le rétablissement? Parce que l'ETP, c'est qu'un petit bout de ça, et connaître la maladie de son proche, c'est important, mais je rappelle que le rétablissement, c'est l'accompagnement du rétablissement personnel, donc c'est acculturer à connaître son proche hors maladie aussi. Parce que les demandes des usagers, elles sont souvent corrélées à leur âge, à leur envie de la même tranche d'âge. Dernier point, et vous aurez une présentation bien plus développée par Alexandre sur l'accommodation. C'est peut-être un terme que tout le monde ne connaît pas, donc ça sera développé tout à l'heure, mais je vais en dire un mot. L'accommodation, ça, les soignants sont les champions pour ça. Les familles aussi, c'est comment on va pallier aux difficultés des personnes avec des aides externes. Comment on va pallier aux difficultés plutôt que d'aller outiller la personne. Et malheureusement, toute l'aide qu'on peut proposer en tant que famille, en tant qu'aidant au sens large, l'accommodation peut se cacher partout, en fait. Et c'est très compliqué de lutter contre ça parce qu'elle se veut bienveillante. Quelqu'un qui se casse la gueule devant vous, tendre la main, c'est un peu un réflexe quand même. Le problème, c'est qu'est-ce que comme ça, elle va elle-même s'outiller pour faire face aux obstacles qui se mettent entre elle et ses projets, pas sûr en fait. Et donc il y a cette idée de il faut qu'on s'en occupe, etc. Mais l'accommodation, pourquoi on travaille ça, et Alexandre le développera, c'est parce que ça répond à cette question que toutes les familles se posent, qui s'en occupera quand on sera plus là? Et la réponse, clairement, c'est la personne elle-même en fait. Si on a outillé la personne, c'est la personne elle-même qui s'occupera d'elle. Il n'y a aucune structure, quels que soient les efforts qu'on fait, et quel que soit l'âge, on voit bien que ça soit pour des personnes plus vieillissantes, faire rentrer quelqu'un en EHPAD, c'est hyper compliqué. La question, nos structures de retour à l'emploi, de retour
des structures pour le logement aussi un peu entre deux. Elles sont pas pérennes, on garde des gens pendant une plombe à des endroits sans vrai, pour lesquels on n'arrive plus on fait plus vraiment rien pour eux, mais on les a pas acculturés à être vraiment autonomes à un endroit, donc on y perd. Donc dès qu'une structure, par exemple pour logement ouvre, il y a 20 places, en 3 semaines les 20 places sont prises, puis après c'est bloqué pour 5 ans, parce que les gens restent, et ils ont raison en fait de rester. Généralement ils payent moins cher, il y a quelqu'un qui passe une fois par semaine, ça fait de la compagnie aussi, ils font des activités à côté, enfin... Donc l'accommodation, c'est comment on a envie de pallier aux difficultés de notre proche, mais comment ça nous pète à la gueule plus tard, en fait, parce que l'outil d'aujourd'hui est devenu l'obstacle de demain. Donc, à mon sens, ces 4 points, ils doivent évidemment être toujours au cœur de la réflexion des équipes de réhabilitation psychosociale. Accompagner, ça peut vouloir dire que parfois on accompagne une famille avant d'accompagner un usager, en fait, parce que parfois l'usager n'a pas de demande, de projets, etc., a envie de se tester, mais on peut aider la famille dans un premier temps, et c'est aider l'usager indirectement, à avoir l'espoir, à pas accommoder, à être guidé. Nous, on a pu le faire aussi à Montpellier, donc je pense que ça doit être au cœur de ça. Moi, j'encourage, Alex vous le dira pareil, mais vraiment à développer la prise en charge de l'accommodation familiale et des aidants. Ça a été une révolution et ça a tout changé dans nos pratiques. Voilà, un peu moi ce que je pouvais vous dire sur les blocages, et puis pas avoir peur de dire à une famille que ça bloque en fait. Encore une fois, c'est pas grave. Généralement, c'est normal de s'inquiéter. C'est normal de s'inquiéter que la personne qui va à peu près bien se relance dans des projets incroyables avec le risque que ça reparte en arrière, mais le rétablissement s'est fait de haut et de bas. Voilà, donc c'est pas une attaque, mais il faut se dire les choses en fait. Parfois, la famille peut bloquer. Ça veut pas dire qu'il y a moins d'amour, qu'il y a moins d'intérêt. C'est juste normal. Faut briser la glace, en parler et s'atteler à traiter de ces points-là. Et voilà, et du coup, pour ce qui aide, je vais passer la parole à Romain.